L'électricité statique, un ennemi caché à prendre en compte, c'est un titre qui a été trouvé par Marie. Je la remercie parce que je ne l'aurais pas trouvé dans ce format-là. Alors, l'électrostatique, elle est partout. Il y a beaucoup d'activités industrielles ou pas qui sont concernées, et qu'il s'agisse de sites fixes, mobiles, de chariots, de grandes ou petites productions. On a parlé du chariot élévateur. Donc, c'est un engin qui est susceptible de rentrer en atelier, en zone, et qui peut amener ses propres charges électrostatiques, et je reviendrai dessus. Les sites classés des points de vue risque majeur ou non, Céveso, tout le monde sait ce que c'est. Donc c'est aussi, il y a des risques électrostatiques dans ce type d'installation, et voire des installations temporaires de chantier. Alors, comment s'opère le dépôt de charge? Nous avons des exemples quotidiens et fréquents d'électrisation. Il y en a un qui parle à tout le monde. C'est l'effet désagréable lors d'une poignée de main. Avant le Covid, bien sûr. J'ose placer ça. Et donc, la poignée de main, il y a un choc, il y a une différence de potentiel. Et je me rappellerai toujours d'un stagiaire chez nous au laboratoire, parce que tous ces phénomènes, on les démontre au labo. Et il me saisit à la fin de la présentation, il me dit ce que vous décrivez là, moi je le vis régulièrement avec mon chef. Je dis qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit bon, je ne vais pas vous dire de ne plus aller rendre visite à votre chef, sinon vous allez me mettre une croix sur votre carrière. Par contre, décrivez-moi le bureau du chef. Donc le bureau du chef, il y a de la moquette, il y a un fauteuil, style Sky avec de la fibre synthétique, et le chef il est habillé en vêtements de ville, donc tous nos vêtements synthétiques tels que je les porte sur moi. Et quand il vient lui serrer la main, il y a une différence de potentiel qui s'opère entre les deux. Il y a le haut potentiel qui est le chef, sans jeu de mots, et il y a le bas potentiel qui est le subordonné. Probablement, il a un vêtement de travail antistatique, il a des chaussures dissipatrices de charge. Du coup, celui qui a le potentiel le plus faible, le plus bas, ressent cette espèce de choc électrostatique qui est vraiment désagréable. Et quand ils lui disent « ça va », ça veut dire que tout simplement, il pense à sa journée de travail. Et lui, il m'a dit « je suis tétanisé pour ça ». Donc cet effet désagréable qui s'opère à l'atelier ou au bureau peut malheureusement être source d'accidents. Alors ce n'est pas un mythe. Vous l'avez appelé sorcière, et le terme, il est un peu, je dirais, il colle à ce phénomène. Donc c'est une vraie réalité. Bon, les industriels ont souvent du mal à objectiver son apparition, parce qu'ils ne savent pas comment elle s'opère, pourquoi elle est là, elle n'est pas là, parce qu'elle est multiparamètre, et malheureusement, quelquefois, elle provoque ce que je vais vous montrer après. Voilà, donc j'ai extrait un accident de la base Aria du Barpi. Alors ça se passe sur un site belge à Lommel, et c'est une usine chimique, c'est un site chimique qui produit des engrais azotés. Et dans cette usine, on pratique le nettoyage, parce que souvent on pense à la fabrication, on pense à des choses pour lesquelles on est employé, mais on ne pense pas qu'à un moment donné, il faut nettoyer le matériel. Donc dans ce site, il y a des racloirs utilisés sur ce qu'on appelle une machine qui est coaching pan. C'est une machine qui est utilisée pour nettoyer. Sauf que les racloirs, il faut les nettoyer en fin de semaine. Et ils utilisent donc du méthyléthylcétone. Et il est moins efficace, il faut le changer. Du coup, la personne a eu l'idée de le changer, de prendre un solvant beaucoup plus efficace. Et en plus, il existe sur site, c'était le tétrahydrofurane. Donc il part en premier étage, il remplit un seau non conforme. D'ailleurs, c'est un peu les questions qui reviennent. Qu'est-ce que c'est une conformité d'un matériel non électrique? Là, c'est un seau. Il peut être un seau plastique, métallique. Et ça s'entend conformité à texte. Alors, la dramatique qui va suivre, c'est un peu la réalité, parce que j'interviens sur pas mal d'accidents. Et souvent, il y a malheureusement des brûlés, il y a des morts d'hommes. Alors, le solvant s'enflamme, probablement à cause d'une décharge électrostatique. Alors, probablement, c'est vraiment le langage, le vocabulaire utilisé dans ce type d'enquête. Probablement, ça veut dire qu'on ne sait pas, on ne sait rien, l'arbre des causes n'a pas déterminé la vraie cause, et la décharge électrostatique, c'en est encore un autre pléonasme. Pourquoi? Parce qu'elle est autant citée que l'erreur humaine. Parce que la décharge électrostatique, on ne sait pas l'objectiver, on ne sait pas l'analyser. Du coup, quand on ne sait pas, on dit c'est électrostatique. Alors, sachant que l'installation est en zone classée,
Il veut se diriger vers l'extérieur avec le seau, mais il chute dans les escaliers. Le solvant enflammé est projeté sur ses vêtements et se retrouve encerclé par les flammes. Ce dernier éteint le feu sur les vêtements de son collègue et le collègue décède. Ça, c'est le côté dramatique. Oui, oui, bien sûr. Vous hochez la tête. Bon. C'était quand ça? En 2004. Bon, je peux vous en citer d'autres accidents, parce que c'est une base qui est régulièrement alimentée par cette accidentologie qui est sordide. Alors, pour faire repartir l'installation, souvent, quand il y a un brûlé comme ça, il faut continuer à produire. Donc, c'est des mesures type réglementaires, puis même du bon sens, ne pas utiliser de bidons ouverts. Bon, ça, c'est des bons sens. Les mesures type réglementaires, ne pas transporter, ne pas prévoir des liaisons équipotentielles et des mises à la terre. Et ça, c'est très, très difficile en mettant en action. Par exemple, mettre à la terre un seau plastique, c'est pas simple. Et je vois des choses se faire comme ça. Et je le déconseille d'aller mettre une pince sur un seau, ça ne sert à rien. Former les opérateurs sur les dangers de la manipulation, ça, c'est le code du travail. C'est-à-dire que sensibiliser, informer, former. Alors, l'accidentologie, quel matériel? Cette canalisation que vous avez en photo, c'est un super produit. Il est neutre vis-à-vis des produits poudre ou solvant. Il est constitué à l'intérieur, au niveau de la paroi, d'un élastomère. Et cet élastomère, pour le rendre rigide mécaniquement, on a créé un spiralet ou une espèce de trier métallique autour. Donc ces tuyaux, vous les voyez sûrement dans le déportage des camions-citernes. Et ils sont utilisés pour le transfert de poudre. C'est un produit qu'on trouve partout. Sauf qu'il est un peu maltraité par les engins. Souvent, il est écrasé. Donc, il commence à fuir. Il fuit au niveau des raccords parce qu'on le monte et on le démonte. Donc, vous avez d'un côté des formations d'index par la fuite. Là, ce que vous retrouvez en zone. Et vous avez une configuration, ce que j'appelle condensateur. Je reviendrai dessus lorsque je décrirai les décharges glissantes de surface. Alors, je vous ai entendu parler de Big Bag et de GRV, donc le grand récipient vrac souple. C'est le deuxième matériel, équipement, qui est sollicité dans l'accidentologie parce que vous avez une toile en polypropylène tissé qui va se remplir d'une tonne de poudre et 80% des poudres sont résistives. Vous remplissez une tonne de poudre résistive qui va accumuler les charges sur plusieurs secondes, voire plusieurs heures, et vous allez peut-être dépoter le Big Bag sur le réacteur et vous avez des solvants inflammables. Donc attention à ce type d'opération. Alors les exemples d'électrisation d'opérations industrielles, je n'aurai pas le temps de m'attaquer à créer, ou plutôt à décrire les mécanismes de création de charges, mais s'il y a des questions, je reviendrai dessus. Alors le poste de travail, quand vous mettez un fluide dans une cuve ou dans un réacteur, vous mettez un bras pour l'agiter et pour l'homogénéiser, vous créez des charges positives sur le liquide, d'autant plus s'il est isolant, et vous créez une charge négative image sur la cuve ou le réacteur. Si vous mettez le réacteur à la terre, vous n'aurez pas d'accumulation de ces charges négatives. Par contre, vous les aurez dans le fluide. La marche, donc on a décrit la poignée de main. Donc quand on est un bipède ça se mêle sur le sol, il crée une charge positive sur lui, il peut laisser des empreintes négatives sur le sol. Donc cette charge peut amener des 1000, 15 000, 20 000 volts. On a fait un essai au laboratoire, on est monté à 80 000 volts sur un opérateur. Le chargement de poudre également dans un silo, dans une trémie de pesage. Alors, les charges électrostatiques, on peut faire avec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, je vous parle, on est tous là assis. On peut être à 10 000, 20 000 volts si l'hygrométrie, si on est dans une ambiance sèche, quand il fait froid et sec. Mais elle est anodine. Le problème, c'est que quand cette charge atteint un niveau critique, ce qu'on appelle l'amorçage, l'air qui nous entoure, il est isolant. Mais si on l'ionise fortement, il devient conducteur et il nous provoque la décharge. Et là, vous avez une décharge qu'on appelle aigrette. Pourquoi aigrette? C'est tout simplement une traduction de brush. C'est tout simplement, c'est un champ électrostatique dispersé. Et ce type de décharge, vous les avez dans l'industrie de reprographique, ils vivent beaucoup ça sur les films, les nappes. Lorsque vous défilez un film ou une nappe, vous créez des charges. Et si vous approchez avec un outil ou à la main, vous décrochez cette décharge qui est à peine audible, à peine visible, mais qui a en son sein 5 millijoules qu'elle peut emmener. 5 millijoules, c'est largement suffisant pour enflammer des vapeurs, des gaz. Et
la seule chose qu'aujourd'hui, pour nous, les spécialistes, c'est qu'elle n'enflamme pas les poussières. Malgré qu'on a des poudres aujourd'hui qui ont des énergies minimales d'inflammation qui chevauchent avec les gaz. On a des poudres qui peuvent s'enflammer, les nanopoudres et autres, qui peuvent s'enflammer autour de 10 millijoules. Alors, la deuxième décharge, beaucoup plus énergétique, c'est les étincelles. Alors là, c'est vraiment l'arc, l'étincelle capacitive, qui est associé à une... Là c'est des photos qu'on a prises au laboratoire. Et ce que vous voyez sur la photo, c'est une canalisation en inox dans laquelle on transfère une poudre, ce qu'on appelle le transport pneumatique. Vous poussez la poudre à quelques dizaines de mètres secondes, et si votre tronçon du haut, comme c'est le cas dans le labo, qui n'est pas relié à la Terre, cette charge image de la poudre va, à un moment donné, faire un arc, va faire ce qu'on appelle le gradient distributif de l'air, et vous allez avoir une étincelle. Et celle-là, elle est audible, elle est visible, et elle comporte une centaine de millijoules. Elle ne dépend que de la capacité. Vous avez un chariot isolé, vous allez avoir 5 fois plus ou 10 fois plus, parce que tout simplement, c'est la capacité de stockage. C'est un demi de CV2. Alors, elle enflamme bien sûr les gaz, et elle enflamme pas mal de poussière aussi. Alors, la troisième étincelle qui est assez belle, c'est une décharge, ce qu'on appelle décharge glissante de surface. Et c'est une décharge, là, sur la photo, c'est une configuration. On a mis un film, en l'occurrence, il fait moins de 8 mm, et on le plaque sur une contre-électrode à la terre. Et on a cette configuration, on l'a sur les tuyaux, on l'a sur les flexibles. Un film en quelle matière? Alors, n'importe quel film plastique. Les plastiques, en général, sont isolants. Plastique. Il faut juste respecter que ça soit moins de 8 mm. Et quand vous faites ça, vous avez cette belle décharge qui ressemble à la foudre. Vous avez un leader entre la sphère, la boule qui est à la Terre et la configuration. Et vous avez une distribution rampante de streamers. Et chaque streamer, il comporte en lui des dizaines de millijoules. Et là, on a fait des mesures au laboratoire avec des moyens spéciaux. Et on peut amener globalement une énergie de l'ordre de 10 à 20 joules. 10-20 joules, c'est même pas une histoire d'enflammer la farine qui s'enflamme à 1200 joules. Là, quelqu'un qui met le doigt là-dessus, vous commencez à faire une fibrillation cardiaque et le décès peut survenir dans les 48 heures, comme quelqu'un qui est foudroyé en montagne. Voilà, donc ça, c'est une décharge, malheureusement, qui peut arriver sur des situations industrielles. Et j'avais fait une expertise judiciaire pour le compte d'un fabricant de poudre alimentaire. Et il utilisait justement ce flexible sur des longueurs de mètres, soulevé par des berceaux. Et il avait des sinistres. Tous les mois, son filtre s'ouvrait. Et l'assureur en a eu marre de l'assurer. Et du coup, il ne comprenait pas, parce que le filtre s'ouvrait, mais il ne savait pas que l'origine de l'inflammation venait du tuyau, de la canalisation. Donc, je suis allé le voir et on a scalpé, on a ouvert le tuyau. Et ce que vous voyez sur la photo, c'est la partie polymère qui est au contact de la poudre alimentaire. Et vous voyez des piquages. Il y a un piquage 1, 2. Et ces trous, c'est la décharge qui les a fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la charge ne pouvait pas s'évacuer avec la poudre. Elle a cherché à connecter la charge opposée sur le treillis métallique. Et vous avez des trous cramés. Et du coup, l'explosion a eu lieu par la poudre alimentaire à l'intérieur. Et s'est propagé jusqu'au filtre. Et quand on a trouvé ça, bien sûr, il a attaqué le fabricant Il a banni ce tuyau. Après, il fallait qu'on l'aide pour trouver un tuyau antistatique. Voilà, je vais laisser la parole à Benoît Salé qui va poursuivre sur les VT et les EPI, puis je reviendrai pour les questions. Effectivement, je vais aborder ce sujet des équipements de protection individuelle et vêtements de travail en zone ATEX par l'intermédiaire de essentiellement 2 études que nous avons menées conjointement avec l'INERIS. Donc une première étude, tout d'abord un état des lieux. Un état des lieux et différents constats. Et le premier, c'est que finalement les EPI et les vêtements de travail, comme ça a déjà été dit, sont hors du champ d'application de la directive ATEX, matériel ATEX, appareil ATEX. Donc ça veut dire qu'il n'y a ni spécification, ni marquage ATEX. Alors, les EPI sont exclus parce que... Je sens une pointe de regret dans votre voix, non? Après, on ne refait pas, je dirais, la réglementation, elle est comme elle est. Les EPI sont couverts par un règlement européen et les vêtements de travail, au même titre que les outils à main, ne comportent pas de source d'inflammation propre. C'est leur utilisation
qui peut éventuellement générer une étincelle. Donc, quelque part, c'est logique que ça soit exclu de cette partie matérielle latex. Par contre, autre constat, c'est que notre arrêté du 8 juillet 2003 impose bien à l'employeur de prendre en compte les décharges électrostatiques provenant des travailleurs ou du milieu. Et quelques lignes plus bas stipulent que le vêtement de travail doit être antistatique et approprié pour une utilisation en atmosphère explosive. Autre constat, c'est que les normes qui parlent du caractère antistatique ne parlent que du caractère antistatique du tissu et non de l'EPI ou du vêtement de travail dans sa complétude, c'est-à-dire les coutures, les poches, les badges et les bandes luminescentes, etc., etc. Tout ça, ça peut être source d'électricité antistatique et provoquer des Quelque étincelles part, éventuellement. quand une norme me caractérise un tissu et me dit ensuite que ce tissu va en faire un EPI complet, antistatique, j'émets des doutes, puisque un EPI, c'est des morceaux de tissu. Donc finalement, il y a bien une problématique liée aux coutures, aux poches, etc. Voilà. De plus, comme ce qu'on peut avoir pour les appareils ATEX, il n'y avait aucun critère d'acceptabilité, soit en fonction de l'occurrence de la zone, mais encore plus, je dirais, dommageable, par rapport à la sensibilité à l'inflammation du produit qui génère la zone ATEX. On a bien vu qu'entre de la poussière et des gaz vapeurs, on n'a pas forcément la même sensibilité à l'inflammation. Donc, je dirais, techniquement, un peu démuni. Donc, ça a été le deuxième objectif de cette première étude, ça a été de développer une méthode qui permettait de tester l'EPI ou le vêtement de travail dans son ensemble. Et donc est venue l'idée de la méthode du mannequin, mais c'est exactement ce qui se fait pour un appareil ATEX électrique ou non électrique. On va le mettre dans un champ électrostatique et on va regarder un petit peu comment il se comporte. Donc là, l'idée a été de faire la même chose, d'avoir un mannequin ayant les mêmes caractéristiques que le corps humain sur un sol dissipateur avec des chaussures dissipatrices, et on va venir charger l'équipement à tester et on va regarder un petit peu son comportement. L'ensemble des résultats sont publiés dans l'AND 2358. Donc, je n'ai pas assez de temps pour détailler l'ensemble des résultats, mais en tout cas, tout est publié et les documents sont librement téléchargeables sur le site de l'INRS. Une seconde étude, là, l'objectif, ça a été de crédibiliser cette méthode du mannequin. Parce qu'effectivement, on amène une certaine quantité de charge pour tester le vêtement ou le pays. Et donc, c'était pour voir la représentativité de cette quantité de charge. Donc, le seul moyen, c'est de faire des mesures sur des situations réelles de travail, de quelle quantité de charge on va relever. Alors, tant dans des situations où on a un contact, je dirais, par un chargement par contact-séparation, je marche sur le sol, je descends de mon chariot automoteur, par exemple, que des situations où on a un chargement par influence. Et c'est les photos que vous avez là. En partant du bas, vous avez un réacteur où il y a de la poudre qui est agitée. Bon, voilà, ce réacteur va rayonner un champ électrostatique. De la même manière, un film plastique sur un dévidoir en agroalimentaire, ce rouleau de plastique va rayonner. Et les personnes qui vont passer à proximité vont capter finalement une partie de cette charge. Et typiquement, un opérateur pourra aller se décharger autre part. D'où l'importance de prendre en compte ce mode de charge par influence. Et le dernier, on en a discuté, c'est le Big Bag. Effectivement, un Big Bag va rayonner et potentiellement va charger les personnes ou les équipements qu'il y a autour. De plus, on a testé les EPI, les vêtements de travail, suivant différentes configurations. Et notamment l'importance de la sous-couche. Quand la sous-couche est isolante ou quand la sous-couche est dissipatrice, on n'a pas les mêmes phénomènes. De la même manière,
il y a une énorme influence de l'épaisseur de cette sous-couche. Tous ces résultats sont publiés dans la NT33, donc n'hésitez pas à y accéder. Vous aurez les éléments, l'ensemble des éléments de cette étude. Je vais finir par rappeler les bonnes pratiques en matière d'électrostatisme et surtout d'écoulement de charge au niveau de l'opérateur. On se focalise peut-être un peu trop sur le vêtement ou le pays. C'est, je dirais, une triplette en commençant par le bas. Il faut évoluer sur un sol dissipateur de charge. Porter des chaussures antistatiques et qui sont antistatiques certes à l'achat, mais qui doivent le rester pendant toute leur durée de vie. Je marche dans une peinture, la semelle sera peut-être isolée du sol. Et effectivement, porter des EPI et des vêtements dissipateurs de charge. Voilà. Alors, on a compris que la situation était relativement compliquée concernant justement ces vêtements de travail. Qu'est-ce que vous conseillez clairement, puisque voilà, on est un peu dans le flou là avec ces vêtements de travail Alors, je dirais il y a deux niveaux. C'est qu'aujourd'hui, on porte en normalisation la méthode du test mannequin pour que ça devienne une méthode de référence pour qualifier un EPI ou un vêtement de travail d'antistatique. Et à l'heure actuelle, le travail de normalisation est en cours. Donc, pour répondre dans l'immédiateté, c'est de faire appel au laboratoire de l'INERIS qui ont mis en place un protocole et un label sur ces problématiques d'électrostatisme. Très bien, les normes sont en cours et donc voilà, on peut tout de même faire appel à vous. Alors je vais vous laisser revenir en salle parce que M. Boudala va peut-être répondre à quelques questions. Je vous en prie, M. Salé. Merci beaucoup. Parce qu'on a quelques petites questions pour M. Boudala. On va vous demander, M. Boudala, dès que vous serez là, afin d'entrer en zone ATEX, certains employeurs remplacent le port des chaussures à semelles conductrices par des tapis de sol antistatiques. Qu'en pensez-vous? Alors, si on parle d'ateliers où il y a des zones ATEX classées, je déconseille ce type de mesure. Pourquoi? Parce vous que déconseillez le fait de remplacer le port de chaussures à semelles par des tapis de sol antistatiques, n'est-ce pas? Au fait, il est en train de courir en ce moment, bon, ça c'est un peu le commerce ou le marketing qui le veut. Je vais rentrer dans l'atelier, je demande à l'opérateur, comme une espèce de poste de pesée, je me mets sur je me mets sur un tapis que je relie à la terre, ou je me mets sur comme une espèce de balance. C'est comme si je dissipe la charge, sauf que vous faites ça, et une fois que l'opérateur rentre, s'il marche sur un carrelage ou sur un sol résine isolant, la charge, elle revient. Elle revient. Elle ne reste pas à la porte. Ah. D'accord. Alors, comment être sûr d'avoir mis à la terre un GRV, la canne d'aspiration, le fût, etc. Donc, le GRV, le grand récipient pour vrac. Alors, pour les big bags, les GRV, il y a une norme qui classe ces contenants en 3 types, A, B, C. Par exemple, si vous allez décharger le big bag au-dessus d'un réacteur où il y a des zones inflammables, gaz, vapeur, il faut aller opter pour un GRV type C. C'est quoi le type C? C'est une toile dans laquelle on a intégré des treillis métalliques ou des fibrilles de carbone. Et même la sâche aussi, elle est traitée au noir de carbone. Du coup, on a un contenant qu'on peut le mettre à la terre. Et on vient donc avec une pince et on remet à la terre. Si vous avez plutôt que des poudres moins facilement inflammables, vous allez opter pour le B, qui a un autre traitement. Et si vous avez aucune atmosphère, vous optez pour le A, qui est utilisé pour le ciment, le sable et autres. Dernière question, on vous demande s'il y a une différence finalement entre un matériel antistatique et un matériel juste conducteur. Alors, ça, je me bagarre tout le temps de dire l'antistatique, ça veut tout dire, rien dire. Ah, d'accord. Ah oui, bah oui. C'est juste un langage de je veux un matériel antistatique, mais il n'y a pas de norme derrière qui va vous tester la résistance, la résistivité antistatique. Aujourd'hui, bon, je fais partie d'un groupe de normalisation. Je viens juste de relire la traduction en français. Il y a la 32-1 que je conseille. Elle fait 200 pages ou 300 pages. Et elle décrit tout ça. Qu'est-ce qu'on décrit? C'est le classement conducteur, dissipatif et isolant.
Par exemple, quand vous achetez un matériel et vous dites au service d'achat, on veut de l'antistatique, ben vous pouvez avoir n'importe quoi. Par contre, si vous dites au service achat, achetez-moi un vêtement dissipatif, c'est une fourchette entre 10 puissance 6 et 10 puissance 9. 10 puissance 6, 10 puissance 9. Résistance, pardon, en nombre, pardon. Ouais. Et si vous dites, non, ben j'ai un atelier pyrotechnie, j'ai plutôt d'autres problèmes beaucoup plus coriaces électrostatiques, vous allez opter pour des conducteurs. Donc, un vêtement va être conducteur, il va avoir une résistance mesurée. Il y a des méthodes, il y a pléthore de normes pour tester. Et là, je vais avoir un matériau avec une résistance inférieure à 10 puissance 6. Du coup, il va faire office de continuité de mise à la terre.